Je me suis fait monter en l'air avec une calotte, une chicotte, tout ce que tu veux. Tu fais le petit écureuil, quoi. C'est ça. Moi, je suis un écureuil. Ça te résume bien. Moi, j'ai des petites cacahuètes comme ça. C'est pas parce que c'est cher que ça marche bien. D'accord. Amen. C'est pas faute de lui avoir dit. Hello tout le monde, comment ça va vous? Et vous madame, comment allez-vous? Eh bien écoute, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Eh oui, ça va, toujours les bonnes habitudes, hein. Tard le soir, fatigué. Ouais, vraiment. Mais regardez, on est là, on s'est mis en... On a fait un effort quand même aujourd'hui, je tiens à le souligner. Surtout on n'a pas assumé la vidéo précédente, ok. Ah, écoutez, hein, c'est nature peinture, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, vous nous prenez comme ça, d'accord. En tout cas, d'ailleurs, aujourd'hui, sujet qui est plutôt pas mal lié, d'ailleurs. C'est vrai. On va parler de l'argent. Les sous, la monnaie, la moula. La moula. On va parler aujourd'hui de quel est notre regard un petit peu vis-à-vis de l'argent, notre position aussi, entre guillemets, par rapport à comment on a vécu, dans quel milieu on a évolué, est-ce qu'on ambitionne aujourd'hui un petit peu dans nos vies financièrement, et où est-ce qu'on en est en fait, et comment on fait pour concrétiser tout ça là, tous ces projets là qui sont sur la wishlist là, hein, de manière générale, même le rapport à l'argent. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est, en tout cas moi, de mon impression, on est dans une génération et une époque où on est très orienté monnaie. On est dans une génération d'argent facile à travers les réseaux, à travers la crypto, à travers les investissements divers et variés. En tout cas, si vous arrivez aujourd'hui sur la vidéo complètement par hasard, sachez que nous, c'est So et Sam, d'où la chaîne So Sam. On fait des vidéos, on parle un petit peu de divers sujets variés qui nous touchent. Des sujets voilà, dont on a envie de parler avec vous. Donc aujourd'hui, que vous soyez blindé ou que clairement vous ayez zéro argent sur votre compte, aujourd'hui c'est un sujet, je pense, qui va vous intéresser. Vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui ont de l'argent, s'il vous plaît. Faites un petit don. Un petit soutien financier serait le bienvenu. Ok, je rigole. Ah là là, non, c'est vrai que l'argent, c'est une grande histoire. Est-ce que toi... Quel est ton rapport, toi, So, à l'argent de manière générale? Moi, c'est très, très compliqué. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je me cherche encore un peu. Déjà, il faut prendre la base un petit peu. Parce que ton rapport à l'argent, il vient plus ou moins tôt dans ta vie. Je ne sais pas si toi, un jour, tu t'es rendu compte de ta position sociale avec ta famille, tu vois, sur l'échelle de la société. Est-ce que tu avais conscience d'être... pauvre, modeste, classe moyenne plus, ou tu vois, classe privilégiée. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu déjà cette réalité, cette prise de conscience très tôt dans mon enfance. Et ça m'a beaucoup conditionnée à me dire, ouais, plus tard, j'aurai ci, j'aurai ça. Enfin, okay. Ça m'a conditionnée déjà dans ce sens-là. Après, il y a eu aussi... Tu vas rigoler. Un jugement comme ça, là, tu vas arriver trop facile. J'adore les petites anecdotes. Moi, j'ai beaucoup joué aux Sims dans ma vie. Encore aujourd'hui, je le confesse, je l'avoue, entre deux enfants qui font la sieste un dimanche après-midi, deux fois, ça m'arrive, oui. Incroyable. Je savais même pas que ça existait encore. Ah ouais, c'est si fort. Ok. Hein. C'est un jeu où c'est facile. Les mecs pourront faire le rapprochement avec des jeux comme GTA, etc. C'est des jeux où tu peux mettre des codes pour avoir de l'argent. Donc tu passes très facilement d'un scénario... Ça sent pas bon ton histoire, là. Non, mais tu passes très facilement d'un scénario où ton perso, il a pas d'argent, tu vois, à le mettre bien financièrement et qu'il puisse acheter tout ce qu'il veut dans la vie, un palace... Voilà. Et j'ai beaucoup pris cette habitude dans ma vie, en jouant Sims par exemple, que de faire en sorte que tout soit facile. Forcément, tu galères dans ta vie. Pourquoi tu vas jouer un galérien dans ton jeu? Et ben, c'était un petit peu pareil. Et quand je suis arrivée dans la vie active, et que je me suis rendu compte effectivement que d'une part, tu avais des obligations financières en devenant jeune adulte, en payant des factures, en payant des... tout ce qui est un petit peu du divertissement, du plaisir, et c'est des choses qu'il fallait prioriser dans ta vie. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et surtout, moi, j'ai eu besoin, à un moment donné, de m'entourer matériellement de beaucoup de choses
Donc toi-même, tu m'as beaucoup jugé là-dessus. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais ouais, je sais pas, à un moment donné où dans ma vie j'ai eu les moyens, j'ai eu besoin de m'entourer de beaucoup de trucs pour lesquels je me suis rendu compte, d'ailleurs, il y a pas longtemps, que ça me servait pas en fait. Enfin, tu vois, c'est intéressant ça, ce que tu dis. Voilà. C'est psychologique, hein, tout à fait, mais... Tu compensais finalement un peu un manque... Je compensais, j'ai pas mis le doigt exactement sur quoi, mais je compensais quelque chose. Mais à un moment donné, j'ai été envahie de plein de trucs que j'avais achetés et pour lesquels je ressentais le besoin à un instant T. Et il y a pas très longtemps, j'ai fait une politique minimaliste à la maison. J'ai évacué plein de trucs, j'ai vendu plein de trucs et je me suis allégée en termes de charge mentale, on y revient. Référence à l'épisode de la semaine dernière, c'est vrai. sur la charge mentale. J'ai revu dans mon approche minimaliste et dans mon envie de me débarrasser, de m'alléger, j'ai revu aussi mes attentes financières par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui vraiment t'apporte Quelles étaient tes priorités en termes de dépenses aussi peut-être? Au-delà de prioriser les dépenses, c'est quand tu achètes quelque chose, est-ce que ça t'apporte fondamentalement quelque chose ou est-ce que tu l'achètes parce qu'on t'a dit de l'acheter ou qu'il y a un truc qui t'a fait croire que tu avais besoin de l'acheter. Okay. C'était surtout ça le mindset dans lequel j'ai commencé à me mettre pour me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc? Il faut savoir que j'ai vécu 2 périodes dans ma vie. De l'achat compulsif. Ma maladie n'était pas les vêtements, n'était pas la sape, n'était pas la beauté. J'ai jamais réellement investi là-dedans. Moi, c'était plus les articles de la maison. Vous voyez ici, on est à la maison. J'aime bien le confort, j'aime bien le cocooning, j'aime bien que ce soit joli, harmonieux. Voilà, moi, c'était les articles vraiment de maison. J'avais besoin de me sentir dans un cocon chez moi. Ça a été on a eu 2-3 débats d'ailleurs sur ces sujets. Fortement animés d'ailleurs. Mais moi, c'était ça ma drogue. Et à un moment donné, j'ai senti trop de tout en fait autour de moi. Et j'ai eu besoin de faire un grand ménage, d'évacuer tout ça. Et là, je me suis dit, ok, financièrement, j'ai acheté un truc qui avait l'air d'avoir de l'importance pour moi, mais qui dans le temps a perdu de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le revends. 1, il a perdu de l'importance pour moi. 2, il a perdu sa valeur pécuniaire. Donc, je suis doublement perdante dans ça. C'est pas de l'investissement, ça. Donc, tout ça pour dire que j'avais très peu d'intelligence financière au départ, que j'ai appris de mes erreurs et que j'ai développé finalement. En fait, ça a été de l'expérience à tâtonnement. J'ai essayé des trucs. Tu t'es rendu compte toute seule de ça? Comment t'as avisé? Comment t'as évolué sur ce plan? Je pense qu'il y a un levier au moment où tu sors des revenus que tu gagnes et qui servent juste à ta survie, entre guillemets. C'est un peu malheureux de dire ça, mais aujourd'hui, clairement, quand tu es payé au SMIC... c'est alimentaire. C'est alimentaire, c'est un job alimentaire et c'est juste ce qui te permet d'atteindre le mois prochain, en fait. Et quand, à un moment dans ta vie, tu commences à percevoir des salaires qui sont un peu plus confortables, bah, en fait, il y a un truc qui fait que tu augmentes aussi tes dépenses de vie en te disant, ok, là j'ai un peu plus, je peux profiter, alors tu commences à acheter un peu de ci, un peu de ça, au début c'est cool, mais en fait tu te rends compte qu'une année écoulée, t'as pas mis 1 euro de côté. Et tu te dis, ok, maintenant si j'ai des projets long terme, si je veux un peu me sécuriser, c'est bon, la fast life, on arrête de vivre au jour le jour, si je veux un peu me projeter dans la vie, je commence à sortir de cet état de survie, si je veux me projeter, bah en fait, ok, il va falloir que je commence à budgéter, à regarder est-ce que je peux mettre à droite, est-ce que je peux mettre à gauche, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce truc-là, est-ce que je peux me permettre de partir en vacances. Mais enfin voilà, tu commences à te poser des questions quand l'argent arrive. Il y a des gens qui voient l'argent arriver qui ne se posent pas de questions. Mais en tout cas, j'ai eu l'envie de méditer un petit peu sur le sujet. Et ben en fait, c'est comme ça que tu commences à réaliser un petit peu que l'argent, ok, ça va, ça vient, mais si tu veux qu'il reste, faut un petit peu faire des plans. Optimiser les dépenses ou investir, placer, épargner, y a plein de solutions différentes. Voilà. Donc, ça a été en fait des montagnes russes, moi, financières. Et aujourd'hui, alors c'est complètement paradoxal parce qu'on pourrait croire que j'ai appris de mes erreurs, etc. Enfin... en tout cas, aujourd'hui, je suis dans une période où on a, avec Tennessee, mon mari, on a entrepris des projets entrepreneuriaux qui fait qu'à un moment donné, tu dois vivre aussi un petit peu sur tes économies. Donc, bah, grâce à toutes ces années de réflexion, on a... Puis ça responsabilise. Oui.
Mais on a eu l'opportunité, en tout cas, d'avoir quelques économies de côté pour pouvoir lancer des projets long terme, on l'espère. Et aujourd'hui, alors effectivement, les revenus sont minces, mais on est sorti de situations financières, en tout cas qu'on a connues il y a quelques années, qui étaient un peu plus compliquées. Ah, voilà l'histoire de ma vie. Écoute, c'était smart, hein, mais on voit qu'effectivement, t'as pu évoluer, je pense aussi, en fonction de... Je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments et d'événements dans ta vie qui t'ont accompagné dans cette maturité que t'as pris au fur et à mesure du temps. On va dire une maturité financière. Peut-être aussi le fait que tu sois devenue maman, que vous soyez devenus parents. Inévitablement, c'est une responsabilité supplémentaire. Tu as un rôle à jouer. Tu es le garant de la sécurité financière de tes enfants aussi. Donc, tu es obligé aussi de t'émanciper d'une certaine manière et donc de te responsabiliser. Je pense qu'il y a aussi finalement tout simplement un cycle qui est passé, une passade ou un passage où tu as compensé un peu un manque ou des restrictions que tu as pu te mettre pendant une période parce que financièrement, tu ne pouvais pas te permettre de t'offrir ce qui te faisait plaisir. Au moment où tu as eu les finances qui pouvaient, t'as compensé, tu vois. Tu avais envie de te faire plaisir et voilà. Un peu la vengeance. Ça fait aussi un peu écho à ce qu'on disait dans l'épisode de la semaine dernière. Encore une fois, on parlait de la charge mentale, mais on parlait aussi surtout un peu de la responsabilité que tu as à l'échelle de ta famille, de ton cercle proche. Et il y a de ça aussi, puisque ça rejoint un petit peu la boucle de ce qu'on disait la dernière fois. Quand tu deviens la personne, entre guillemets, responsable et bankable de ta famille, tu as aussi ce truc qui te trotte dans la tête en disant « Ok, si demain je dois assumer un membre de ma famille, est-ce que j'ai les moyens ? Est-ce que je vais pouvoir le faire ?» Donc, je pense que globalement, ça vient avec le temps aussi. Ça vient avec les années, la maturité. Je pense qu'en réalité, en fonction de notre audience, là, il y a des personnes qui vont être peut-être plus jeunes, qui vont être encore dans la phase de je kiffe, je vais m'acheter les dernières Dunk, le dernier pull Jacquemus, le bonnet, le sac, le truc. Et parce qu'ils veulent être on flic et que c'est leur priorité du moment, de la tranche d'âge, de la génération dans laquelle ils sont. Et il n'y a pas de problème, tu vois. On est tous, je pense, passés par là. Toi, peut-être pas sur l'aspect un peu mode ou quoi. Moi, je sais que pendant une période, j'achetais pas mal de... Toi aussi, tu vas passer à la casserole, t'inquiète pas, tu vas nous raconter. Non, c'était des baskets et tout. Mais c'est vrai que mais par contre, moi, malgré ça, j'ai toujours été très, très, très responsable financièrement. Genre, on y viendra juste après. Mais je pense que vraiment, ça dépend des périodes et naturellement, et c'est l'histoire de la vie qui t'apprend, qui fait que tu prends en maturité, qui fait que tu, des fois, te manges des murs, des portes, qui font que tu vas avoir une épreuve qui va te renforcer ou qui va t'apprendre, te donner une leçon, et ainsi de suite, et ainsi va la vie, en fait, aussi. C'est comme ça que tu écris tes chapitres et ton roman. Alors, explique-nous dans quel travers financier tu es tombée. Franchement, ça va. Moi, j'ai toujours... lié à mon éducation, j'ai donc été, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, même si on n'a jamais vraiment raconté toute notre vie, on a quand même donné des brides d'informations, mais pour vous situer. Donc moi, j'ai été élevée par un parent isolé, ma mère, qui était issue plutôt, on va dire... comment on peut dire ça ? De la classe moyenne ? Une classe, une classe moyenne, on peut dire ça. Donc ma mère était agent d'entretien, femme de ménage. On était une fratrie de 4 enfants. On manquait de rien, mais on a toujours eu, on va dire, les conseils de ma mère sur la partie financière, responsabilité financière, sécurité financière, épargner, assurer son bac, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi comme ça. Ma mère m'a toujours inculqué ces valeurs, en tout cas. Et je ne sais pas si on peut appeler ça une valeur, mais en tout cas, c'est précepte. Et donc, j'ai toujours eu ce besoin de sécurité. À un moment de ma vie, j'ai été amenée, pour différentes raisons, à vivre une expérience à l'étranger de, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Donc, j'ai été pendant une période en Thaïlande.
Et à ce moment-là, donc c'était après mes études, après mon bac, et j'avais eu l'opportunité de créer un site internet. Enfin bref, c'est une longue histoire. Bon, je me suis essayée à l'entrepreneuriat. J'étais revendeur de produits capillaires. Me demandez pas pourquoi. C'était un moment. C'est une histoire traumatique. Et du coup, à ce moment-là, j'étais à l'autre bout du monde avec mon ex-conjoint, en l'occurrence. Et en fait, je dépendais financièrement à ce moment de cette personne. Donc moi, je m'appelle Samia, ok, enchantée. Je suis quelqu'un de très indépendante, parfois à l'excès. Et du coup, j'avais jamais été confrontée à ça. Ouais. Je l'ai très mal vécu. C'est-à-dire qu'on c'était parti d'un commun accord. Lui, il était designer, développeur web, donc il avait un salaire européen, français, en Thaïlande. Ouais. Donc on était des expatriés, mais en place, tu vois. Et moi, j'avais en charge de développer un peu le SEO, le référencement naturel du site. Donc moi, je passais mes journées à l'appart et donc je dépendais financièrement de lui. C'était extrêmement dur pour moi de vivre ça parce que je n'ai jamais sonné ni dans ma culture, ni dans mon éducation, ni dans ma personnalité de demander de l'argent de poche à quelqu'un. Ouais. Pour rappel ou pour information, je travaille depuis que j'ai 16 ans. C'est-à-dire que j'ai toujours eu vraiment cette volonté de ne pas dépendre financièrement même de ma maman. C'est-à-dire que je n'osais pas lui demander de l'argent de poche. Je travaille depuis très jeune, en contrat jeune, ma mère qui a signé mes contrats. Et là, je me suis retrouvée dépendante de quelqu'un. Ouais. Et cet épisode de ma vie est venu renforcer l'indépendance financière que finalement j'avais toujours un peu eu, j'avais toujours épargné, tu vois. Et du coup, dès mon retour, j'ai recommencé à épargner. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un bac. C'est-à-dire que là, depuis aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été dans une situation où je n'avais pas de bac financier. Ok. J'ai toujours eu un bac. Bah, tu vois, ça, c'est vraiment, je suis en train de me rendre compte, le gros point de différence entre toi et moi, c'est que ce truc de... alors, je vais pas parler de valeur, parce que pour moi, c'est un bien grand mot, mais cette conscience financière, mes parents, je trouve, ne me l'ont jamais réellement inculquée. Ok. Anecdote. Un jour, j'ai l'opportunité d'aller en ville et ma mère me donne un billet de 20 €. Et elle me fait comprendre, dans sa bonne grâce, que je peux me faire plaisir avec. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dépenser comme bon te semble. On est d'accord. Je vais en ville, je me fais plaisir, je rentre chez moi, je ramène la monnaie et je montre l'objet que j'ai acheté. Et elle n'était pas satisfaite de ta dépense. Je me suis fait monter en l'air avec une calotte, une chicotte, tout ce que tu veux. Et je n'ai pas compris pourquoi. Le principe était simple. Va, fais-toi plaisir et ramène de la monnaie. Bon, le fait est que sur 20 €, j'ai ramené 7 €. Ça va, franchement, ça va. Hein. Qu'est-ce que j'ai acheté, à ton avis ? Un truc alimentaire ? Non. Un fringue ? Une fringue ? Non. C'est dit, alors par contre, gros trauma avec les habits, moi, ça n'a jamais été mon truc. Qu'est-ce que tu as pu acheter ? J'ai acheté, je crois que c'était Pimki. Ça existe encore, ce magasin ? Ouais, ça existe. Ouais. Je crois que j'ai acheté un collier avec une guitare. Et... Ne me juge pas, d'accord ? J'ai acheté ça. J'ai acheté un collier, genre, et le truc, Ok. Je sais pas, j'étais là, ça et alors, plu, c'était cool et ça te faisait plaisir ? C'est la chose qui te faisait plaisir à ce moment-là ? Et en fait, c'est ce jour-là, alors, pour contexte, je devais avoir peut-être 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et donc, quand je me suis fait défoncer, là, entre chez moi, je n'avais pas compris pourquoi. Parce que pour moi, les règles étaient clairement dictées. Va, fais-toi plaisir. Et en fait, c'est à ce moment-là, sur le fait accompli, sur l'erreur, visiblement, que je venais de commettre. Ouais, mais avec ce billet, t'aurais pu acheter ça, t'aurais pu acheter ça, t'aurais pu acheter ça. C'est vrai que c'est... Bah ouais, mais en fait, je savais pas. Oui, tu me donnes un truc, moment, tu me dis, va, fais-toi plaisir, la femme, elle me rend la monnaie, je te ramène de la monnaie. On en revient quand même au sujet existentiel de la communication, dans la famille, tout ça. Ça vient beaucoup. Et en fait, je me rends compte des années plus tard aussi que malheureusement, mes parents, mon entourage, et j'ai l'impression plus globalement, je veux pas faire une généralité, mais que des gens de ma culture, en tout cas, ne sont pas éduqués financièrement. Je ne veux pas faire de généralité. Je prends un gros aparté, et encore une fois, ce n'est que mon point de vue.
je suis à moitié martiniquaise. J'ai dans mes racines et dans mes ancrages des ancêtres qui ont vécu l'esclavage, des ancêtres qui ont travaillé sans ne rien avoir en retour que des loques en vêtements et le droit de manger et de vivre un jour de plus. Et j'ai l'impression que c'est un trauma qui est encore ancré dans... Ah, le trauma intergénérationnel. Ouais, et du coup, l'argent, ça n'a jamais été un sujet dans ma famille, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, en fait. Tu as juste de l'argent pour te permettre de vivre le mois suivant, tu vois. Et donc, le jour où toi, tu as un billet de 20 € qui te tombe dans la main et qu'on te dit « fais-toi plaisir », que tu achètes un truc et qu'en fait, derrière, on te dit « non, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu aurais pu acheter avec, mais c'est... » Bah oui, mais je savais pas, en fait. Ouais, disons qu'elle est partie du principe que tu avais déjà une logique financière ou un raisonnement, tu vois, en ce sens. Mais si effectivement on ne t'a pas expliqué les fondamentaux de la dépense financière, du rapport de ce que représente en valeur 20 €, de ce que représente en valeur, tu mets des trucs en parallèle, en face. Du coup, bah, tu vas avec ton billet de 20 €, tu as déjà une conscience de ce que ça représente. Ça n'a pas forcément été le cas, c'est peut-être ce qui a manqué aussi, tu vois. Et ça, j'en prends, moi, d'autant plus conscience que c'est quelque chose qui s'apprend. Fondamentalement, c'est quelque chose... La conscience financière, la responsabilité financière, c'est quelque chose qui s'apprend. Et alors aujourd'hui, mes enfants sont un peu trop jeunes pour peut-être comprendre le principe tout de suite, mais en même temps qu'elles vont apprendre à compter, t'inquiète pas qu'elles vont apprendre la valeur de 1, de 2 et moi, de 1 clairement, plus 2. Moi, je le dis, hein, c'est ma mère, elle a toujours eu ce discours avec nous. De nous mettre en garde, alors après à sa manière, hein, en termes de communication, mais en tout cas elle nous a toujours mis en garde. Moi, elle m'a toujours mis en garde. Alors je sais pas si les conseils ont été les mêmes entre mes frères et sœurs et moi ou pas, mais en tout cas moi je les ai compris. Mais c'est vrai qu'elle m'a toujours mise en garde en me disant pareil. Bah, tu vois, c'est marrant, parce que j'allais te donner un exemple, mais je sais pas si c'est lié à l'argent, mais la discussion qu'on a eue l'autre jour par rapport aux investissements, tu sais, immobilier, investissement même personnel, par rapport à un couple, par exemple, So et moi, pour le coup, on a des avis différents, on peut le dire, là-dessus, par rapport aux investissements dans un foyer, dans un couple, dans un mariage ou dans un couple. Moi, de par mon éducation, peut-être de parents isolés qui a un peu souffert de la situation, et donc vous l'imaginez, maman maghrébine, isolée, 4 enfants, agent d'entretien. Vous imaginez bien que je pense que ça a représenté un trauma pour elle. Et donc, elle était vraiment dans le dur, en fait, en gérant tout ça. Et elle voulait impérativement qu'on évite ces situations. Donc, moi, j'ai grandi avec des discours où il faut être indépendant. Il faut avoir un bac toujours, parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Et surtout, tu comptes sur toi et toi seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Parce que X, là, qui est à gauche, tu sais pas si demain il va tenir la route, tu sais pas si demain il va être à gauche ou à droite, ou plus là. Et en fait, ma mère, vraiment, moi j'ai grandi comme ça. Alors, on pourrait se dire que c'est triste parce que du coup, j'avais pas le schéma du prince charmant avec son cheval blanc qui va venir et qui va mettre une couronne sur la tête. J'ai jamais eu ce schéma dans ma tête. Mais moi, je suis très comme ça. Et mes investissements, c'est mes investissements, tu vois. Ouais, bah, après, chacun ses histoires de vie. Mais en tout cas, tu vois, ça fait déjà 2 chemins, 2 parcours et 2 réalités différentes et qui font que tu arrives aujourd'hui à cet âge où tu as des conceptions de la vie qui sont complètement aux antipodes, en fait. Et des rapports à l'argent, du coup. Et des rapports à l'argent complètement différents. Et c'est vrai que donc pour finir, j'ai toujours eu de l'argent de côté, un bac. Au fur et à mesure, ma situation financière a évolué aussi avec les années. Je travaille depuis que j'ai 16 ans, donc forcément, j'ai construit une carrière au fur et à mesure qui m'a permis peut-être d'avoir plus de... Comment dire j'ai pas une blindée, hein, mais plus d'aisance, on va dire, financière, plus de confort financier, et donc de me permettre de peut-être investir ou que ce soit dans de l'immobilier, dans des placements... de la bourse, des actions, etc. Ou épargner. Et voilà. Moi, c'est plutôt mon schéma. J'ai dépensé pendant une période plutôt dans des fringues. Mais vraiment, ça a été une période où j'aimais bien un peu les baskets, sneakers, machin.
J'aimais bien. De manière générale, t'aimes la sape? J'aime la sape. De manière générale, j'aime la sape. Mais je suis pas une acheteuse compulsive. C'est-à-dire que je vais acheter par période. Là, typiquement, je me suis acheté quelques fringues parce que ça faisait... Franchement, depuis que j'ai acheté l'appart, j'avais plus rien acheté en fringues. J'arrivais plus à me saper. Donc là, il fallait impérativement que je renouvelle. Donc j'ai acheté quelques pièces, tu vois. Ouais. Mais sinon, de manière générale, je me suis vraiment calmée, tu vois. Pourtant, il me semble avoir vu, il y a moins de 3 semaines, un petit haul outfit. Ça va, ça fait partie de ce que je viens de dire, là. Non, mais attends. T'as dit il y a pas longtemps, moi je te dis c'était à la fin de l'été, là, déjà ton truc, quoi. Là. Arrête, hein. Moi, je vous dis la vérité, hein. Bon, écoute, peut-être voilà, t'as vu? Peut-être j'aime bien une fois de temps en temps, mais en même temps, ne sommes-nous pas là pour ça? Pourquoi je travaille au quotidien si je me restreins toujours? C'est fou les leviers d'achat chez les gens. Enfin, en tout cas, moi, par exemple, les vêtements, ça n'a jamais été un truc... encore une fois... Oui, peut-être que j'ai que des traumas de ma mère, mais écoutez, on est là aussi en séance de psy, d'accord? Je rigole. Mais moi, déjà, de sa part, ça n'a jamais été des achats plaisir. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que j'aime bien acheter des vêtements pour mes enfants parce que je les imagine dedans et je me dis « Oh, c'est trop mignon !» Moi, les seuls... J'avais le droit de m'acheter des vêtements une fois dans l'année, pendant les soldes. Ok. Enfin... Oui, period. Donc déjà, tu n'avais pas un rapport... Voilà. Et ma mère, elle me prenait dans le centre commercial, elle me dit « T'as vu tous les magasins, là ? Va, prends ce que tu veux. » Oui, du coup, va, prends. T'as besoin de ça ? T'as besoin de ça ? T'as besoin de ça ? Bah, je sais pas. Va essayer, va. Ok. Ouais, pas un moment de plaisir. Voilà. Alors déjà, effectivement, pas un moment de plaisir, pas des achats plaisir, des achats de nécessité. Mais en même temps, quand t'es dans une... pareil, hein, t'es mère de famille, t'as trois enfants, t'es dans les achats de nécessité. T'as rarement, en général, la projection suffisante pour te dire « Ah tiens, on va acheter des petits trucs comme ça, là. Je suis passée devant, je l'ai vu, je l'ai pris. » Non, ça n'existe pas dans les familles qui ont un budget pour tenir 3 enfants jusqu'à la fin du mois. Donc, pas d'achat plaisir du tout. Donc, aujourd'hui, par exemple, ça, c'est un truc que je passe loin. Il faut que mes vêtements ils soient trop déchirés en me disant non, c'est bon. Et encore, la plupart du temps, c'est même Tennessee qui me dit non, tu peux plus mettre ça, c'est bon. Genre, lâche la Ouais. Je vois très bien. Donc, tu vois, moi, c'est ça, ça me paraît... En tout cas, les leviers d'achat, les vêtements, ça m'impacte pas du tout, moi en tout cas. Mais tout ce qui est articles de la maison, confort, machin, électroménager, tout ça. Électroménager. On a tous suivi, pour ceux qui connaissent Saut d'avant, l'histoire de la machine à laver. Oh là là. Je vous le dis, mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, je vais juste vous dire le mantra, d'accord, que j'ai appris avec cette histoire de satanée machine à laver. C'est pas parce que c'est cher que ça marche bien. D'accord. Amen. C'est pas faute de lui avoir dit. Ok, un cheval blanc, c'est rare et cher, mais un cheval boiteux, c'est aussi rare et ça vaut rien du tout. D'accord. J'avoue. Voilà, ça résume un peu la situation que j'ai vécue. Et c'est en particulier à ce moment-là, tu vois, où moi j'ai réalisé en me disant, mais comment ça ? J'achète, je viens de payer une blinde là pour ce truc, ça marche pas. Et non, j'ai payé en fait, je veux que ça marche. Bah non, c'est la vie en fait. T'achètes des trucs, des fois ça marche pas, ou des fois ça te pose des galères. Mais en fait, c'est exactement la même chose que si t'avais acheté une machine à laver à 100 balles. C'est ça. Voilà, donc là, je me suis dit, ok, il va falloir revoir les plans. Alors, bien évidemment, j'ai une certaine sensibilité à l'esthétisme, au design, à l'architecture, etc. Mais il faut que je me calme. Et j'apprends à me calmer. C'est un long chemin, semé d'embûches, je l'avoue. Il y a des petits craquages. Encore des fois, je me dis, ouais, ça quand même, ça serait bien. Et ça, j'ai envie de le... C'est trop facile en même temps avec les Sims, je te dis, c'est un problème. Non, mais vraiment, tu peux remplacer des trucs trop facilement. Ça marche pas comme ça dans la vie. J'avoue, c'est vrai. Voilà, donc je continue de le réaliser tous les jours. Et alors, du coup, c'est vrai que le sujet aujourd'hui, c'est l'argent, de manière générale, le rapport à l'argent. Donc là, on a beaucoup fait storytelling par rapport un peu à notre positionnement vis-à-vis de ça. La question existentielle, quand même. La question, est-ce que toi, selon toi, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Parce que là, on a beaucoup parlé de nos vies, donc avec nos moyens financiers. Mais là, on va s'éloigner un peu. Je pense que ça peut être intéressant de toucher ce sujet du doigt. L'argent de manière générale.
Tout à l'heure, on disait, aujourd'hui, on est dans une époque, en tout cas, moi, je partageais que j'avais cette impression, ce sentiment, je ne sais pas si tu le partages, j'ai l'impression ça n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent, en masse, tu vois, en quantité. On voit de plus en plus de... D'ailleurs, je crois il n'y a jamais eu autant de riches, en fait, enfin, autant de millionnaires, je crois. Concrètement, selon toi, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Je suis assez partagée sur la question, je t'avoue. Parce que j'essaye plusieurs approches différentes en me disant, est-ce qu'aujourd'hui, en l'état, avec ce que je possède, avec mes capacités financières, je me sens heureuse. Déjà, c'est le fait de faire l'état des lieux, tu vois, ok, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, je peux dire qu'à 10 sur 10, je suis heureux. Mais c'est important. Et c'est très important. Et j'essaye, à contrario aussi, de me dire, si j'avais pas tout ça, est-ce que je serais heureuse de la même manière ? Et aujourd'hui, moi, il y a un truc très important qui est le facteur famille qui est rentré en compte. Et pour moi, aujourd'hui, le bonheur, en tout cas, il réside vraiment dans la qualité de ce que tu peux construire en termes de liens familiaux avec tes enfants, avec ton conjoint, et de se dire, parce que c'est un truc pour lequel tu signes, hein, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que dans le meilleur, on est bien, mais est-ce que dans le pire aussi, on est bien ? Et donc ça, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est un gros facteur. Maintenant, on va pas se mentir, avoir de l'oseille, ça facilite. C'est un facilitateur pour aller aussi vers peut-être tes prérequis que sont qu'est ton niveau de bonheur, tu vois. Donc, je me dis, ok, moi, si je visualise ma vie dans 30, 50 ans et que je veux vivre comme ça, ben, il n'y a que l'argent qui peut m'emmener là, parce que je considère que là-bas, je vais être heureuse, en fait. Donc, allons-y. Allons-y gaiement avec de l'argent. Et toi alors ? Moi je suis bipolaire sur le sujet. Bon bah voilà, on est dans j'ai des avis qui divergent et qui sont contradictoires. En fait, c'est très paradoxal en fonction de mes humeurs aussi et des moments de la vie où je vais remettre des curseurs sur certaines priorités. Mais je pense qu'on est plusieurs dans ce cas. Tu vois, on est tous connectés sur les réseaux. Franchement, on est tous connectés sur les réseaux. Instagram, TikTok, YouTube ou autre. Moi, c'est Instagram, ma cam. On follow des gens qui partagent leur vie, des voyages. Moi, en tout cas, mon feed, clairement, il est fait de voyages, de food, de meufs bonnes qui m'inspirent et que j'arriverai jamais à avoir leur corps. Tout ça. Des nanas qui s'habillent super bien, qui ont des dressings, mais tu te dis, c'est une maison entière. Des maisons de fous aussi, rénovées, etc. Oui, il y a des vêtements. Et en fait, des fois, je suis frustrée de ma vie. À cause des réseaux, à cause de ce que je vois. Et justement, tu as l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est riche, tout le monde s'en sort. Tu vois, tout le monde va vivre à Bali. Et les gens, ils sont là, ils ont des vies de fous. Je vois des gens sur les réseaux, même des gens que je connais, ils mettent un sac à dos, ils partent en backpacker dans des pays, ils vont faire des trips. J'ai l'impression... Et des fois, je suis là, moi, je suis au taf. Non, mais alors ça, je pense que c'est l'histoire de tout. Et je me dis, mais c'est en train de me gaver, moi, tout ça. Moi aussi, je veux Dubaï. Moi aussi, je veux vivre. Je vais partir à l'autre bout du monde. Je veux entreprendre mes projets. J'ai envie d'aller vivre à Bali. Je vais m'acheter une maison de fou. Véranda. Et en fait, quand j'ai ces petits moments-là... Ouais, je veux absolument une véranda. Quand j'ai ces petits moments-là... c'est véridique. Et ben là, je suis frustrée. Et en fait, je me mets en mode... Je pète la dalle. Je veux Dubaï. Je veux de l'argent. Je veux... m'offrir ce que j'ai envie, ce qui me fait plaisir, je veux ma maison, je veux vivre là-bas, j'ai envie de tout lâcher limite. Franchement, quand je suis dans ces phases, soit on est témoin, quand je suis dans ces phases, je suis à 2 doigts de tout lâcher et partir loin. Ce qui arrive à peu près une fois tous les 6 mois, du coup. Voilà. C'est des phases comme ça. C'est et parfois, je vais avoir des moments de vie plus down où forcément, on est tous confrontés à des situations dans la vie qui servent de rappel. Moi, je suis de confession musulmane, donc on dit que la mort est le meilleur de rappel. Et quand j'ai des événements comme ça un peu plus durs autour de moi, ou des difficultés même dans ma vie et dans mon quotidien que je rencontre, j'ai tendance à relativiser. Ouais. Et là, d'un coup, je me rends compte que
je cours des fois, parce qu'aujourd'hui, clairement, moi, dans ma vie, je cours après une carotte. Et des fois, je me dis, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ce rythme effréné que je m'impose parce que j'ai envie d'atteindre ce que je vois là à travers les réseaux. Je le veux, moi aussi. Du coup, je m'impose un rythme effréné, une pression énorme que je me mets sur les épaules. Et ça génère de la frustration chez moi. Et tout ça, je le sais très bien que ça va m'apporter des maladies à terme. Et en fait, des fois, je me dis, Sam, c'est quoi tes objectifs dans la vie? Est-ce que vraiment l'argent va... Si demain tu as tout ça, est-ce que vraiment tu vas être plus heureuse? C'est quoi qui t'apporterait ton bonheur? Ce serait quoi ton bonheur ultime? Tu vois? Et quand je suis dans ces phases, je me dis, mais en vrai, l'imbécile, tu vois la phrase l'imbécile est heureux? Cette phrase, elle est véridique. En fait, le gars qui réfléchit pas, le gars qui est pas trop ambitieux, qui voit pas, qui a pas envie d'aller décrocher la lune, lui, il se contente de ce qu'il a au quotidien. Il fait preuve de résilience, tu vois? Et ça, des fois, j'aimerais être plus comme ça, tu vois, parce que je me mets moi-même des pressions et je suis moi-même angoissée au quotidien par rapport à mes propres ambitions, tu vois. Donc vraiment, moi, l'argent, il me rend ouf, frère. La réponse, c'est que l'argent, il me rend ouf. Je sais pas. Et tu pourrais vivre, à contrario, dans un système... y en a qui ont monté des micro-sociétés comme ça, où ils vivent justement dans un système où il n'y a pas d'argent. Pour te sortir un petit peu de cette pression-là, ils font non, j'y arriverai pas. Je pense pas. Je me suis déjà posé la question, parce que justement, si je me mets cette pression, j'ai déjà envisagé l'hypothèse de, ok, en fait, je me détache de tout ça. Je me détache de ces chimères, de ces rêves et de ces goals qui sont limite un peu inexistants ou futiles, tu vois. Mais en réalité, c'est quand même une partie de moi. Ça fait partie de ma personnalité. Je suis une consommatrice. Forcée de constater que je suis une consommatrice. J'aime bien acheter des vêtements une fois de temps en temps. Et j'aime bien acheter des beaux vêtements. J'aime partir en vacances. Je pars en vacances. J'ai la chance de pouvoir partir 2-3 fois par an en vacances. J'ai besoin de ça. Je veux une belle maison. J'ai envie, je me sens bien chez moi. J'ai des critères. J'ai envie d'atteindre mes objectifs. Parce que je suis aussi de nature ambitieuse, tu vois. Donc, ça fait partie de ma personnalité. Je sais que je serais malheureuse sans tout ça. Je suis une consommatrice. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire, tu sais, un petit peu les expériences minimalistes? Est-ce que tu vois ce que c'est un peu ou... Te contenter du minimum? Ouais, mais c'est l'exercice de... En fait, c'est un mouvement qui est apparu il y a quelques décennies, même déjà aux États-Unis, parce que justement, nous, on parle de consommation à notre échelle européenne. S'il vous plaît, les États-Unis, on est dans un autre univers parallèle où... je regarde depuis quelque temps des émissions qui sont diffusées sur Netflix qui parlent un peu de comment gérer ton budget aux États-Unis, enfin, en tout cas avec des familles américaines. C'est tourné là-bas. Et il y a un mec, un espèce de coach financier qui vient et qui regarde un petit peu tes dépenses au crible, comme ça, qui passe tes dépenses en revue. Il y a des familles, elles avaient $15 000 d'achat sur Amazon. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Alors bien évidemment, vrai que les Américains, ils sont quand même dans un truc un peu extrême. Faut remettre en perspective un peu tout le système de consommation là-bas et les niveaux de vie et les salaires qui sont perçus. Mais en gros, à l'échelle française, c'est comme si tous les mois, t'achetais pour 500-600 € sur Amazon, en fait. T'imagines? Et donc, ces gens-là, on leur dit, mais attendez, on est obligé de leur dire à ces gens-là, c'est pas parce que vous le voyez à la télé qu'il faut l'acheter, en fait. On en est à ce niveau de consommation, tu vois. C'est vrai que là-bas, c'est dingue. Ouais. Et du coup, c'est des familles qui, de base, sont endettées parce que le système, en tout cas économique et financier américain, repose sur le crédit. Donc, c'est des gens qui n'ont pas remboursé encore leur crédit étudiant, qui ont pris des crédits pour s'acheter une maison et qui prennent des crédits juste pour aller faire les courses. Moi, par exemple, ça, c'est quelque chose qui me paraît inconcevable. Si tu n'as pas l'argent, tu n'achètes pas. C'est parce que ce n'est pas le modèle économique dans lequel on a évolué aussi. Mais pour eux, c'est normal. Le système de pensée, là-bas, c'est j'ai pas l'argent, ok, je prends un crédit, je l'achète. Donc, effectivement, les gens sont déjà beaucoup plus poussés à consommer. Et il y a eu un système, justement, pour revenir... Enfin, un courant de pensée, en tout cas, pour freiner un petit peu cette surconsommation, qui était de vivre dans une démarche minimaliste. Ça veut dire que tu enlèves la totalité de ta maison. Tu mets dans un garde-meuble et tu ne prends vraiment... Je crois que tu prends que 50 objets. Qui sont nécessaires à ton quotidien. Donc déjà, tu es obligé de réfléchir, ok, de quoi j'ai besoin pour vivre. Ah ouais, c'est un délire. Hein. De quoi j'ai besoin pour vivre. Pas mal de trucs quand même. Ouais, genre une brosse à dents, c'est un objet. Oui, voilà, ça fait un.
allez, tu décomptes maintenant. Et tu fais le truc comme ça. Mais mort de rire. Et du coup, il y a des gens, il y a des familles qui se sont rendues compte que, alors après, quand t'es une famille, tu relativises le nombre d'objets, bien évidemment, mais que le mec, avec 10 t-shirts, au lieu d'en avoir 50, avec 10 t-shirts, il peut faire sa semaine, il peut les laver, il peut les remettre la semaine d'après. La nana, avec 2 casseroles, en fait, elle arrive à faire sa popote tous les soirs et à réutiliser ses trucs. Et tous ont été unanimes sur le fait que c'était un soulagement, en fait. T'es attaché dans ta vie à tellement de choses matérielles. Imagine, par exemple, quand tu fais un déménagement. Un déménagement, littéralement, tu payes pour emmener ta mère d'un endroit A à un endroit B. C'est clair. Et c'est vecteur d'encore plus de dépenses d'avoir justement autant de matériel et de matérialisme comme ça. Tu veux mettre tout ça dans une autre maison, tu es obligé de prendre une maison encore plus grande parce qu'en plus, après, tu vas avoir de la place, tu vas encore mettre plus de trucs dedans. Donc, c'est tout ce système de surconsommation en fait, que le minimalisme il vient un peu contrecarrer. Et surtout, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que cet objet-là, il m'apporte concrètement ? Non, mais c'est hyper intéressant. Et je te reprends l'exemple de la brosse à dents. Ça me fait vraiment très peur, mais c'est hyper intéressant. Je te reprends l'exemple de la brosse à dents. La brosse à dents, concrètement, elle t'apporte la santé dentaire. Donc, c'est un truc, OK, c'est nécessaire, c'est vital. En tout cas, si je veux pas finir ma vie chez le dentiste, c'est un truc du quotidien qui est nécessaire et vital. Et du coup, t'apprends à relativiser comme ça. Et t'as même une femme qui s'appelle Marie Kondo, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'était un peu une gourou de l'organisation de la maison. Okay. Mais quand elle te fait organiser ta maison, elle est coach dans ce domaine-là. Elle te fait aussi vider tout ce qui te sert à rien. Et typiquement, elle avait beaucoup de ses émissions qui étaient tournées là-dessus sur les garde-robes avec les femmes. Où là, en fait, elles étaient obligées de tout sortir sur leur lit et de se dire, OK, est-ce que ce vêtement-là, il t'apporte quelque chose ? Est-ce que quand tu le mets, tu te sens bien ? Ou est-ce que juste tu le mets, Ça, j'ai involontairement dû le faire. Enfin, involontairement, je n'ai pas eu le choix. Il y a un moment donné, je n'avais plus de place. En fait, j'avais plus de place dans mes placards quand j'ai déménagé. Et en fait, j'ai été contrainte de faire exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que j'ai sorti toutes mes affaires de mon placard. Et en fait, article par article, vêtement par vêtement, et je me disais, OK, et ça a été très difficile pour moi. C'est fou parce que il y a des vêtements que je n'avais pas mis depuis peut-être 4, 5 ans, 6 ans, et qui m'ont suivi pourtant. Et en fait, je le savais. Quand je l'ai vu, le vêtement, je me disais, ça fait 6 ans que je l'ai pas mis, le machin. Est-ce que vraiment je vais le remettre ? Mais en fait, j'étais attachée émotionnellement à au truc, en fait. Ouais. C'est incroyable. J'ai mis, je crois que je l'ai fait 4 fois l'exercice sur ma même garde-robe, tellement qu'à des trucs, j'ai dû revenir avant d'accepter que j'allais le retirer. Ouais. Tu vois ? Franchement, c'est un truc de ouf. On est vraiment attachés à outrance à parfois des choses tellement futiles qu'effectivement, je me dis, ça nous ferait pas du mal de... Mais surtout, t'imagines... On a dévié un peu, mais... Non, mais même dans ce rapport financier, tu te dis, OK, je veux pas me sentir perdante dans l'histoire. Donc, ce vêtement-là, tu fais quoi ? Tu vas envisager de le revendre sur une plateforme de seconde main. Ça te prend du temps pour faire les photos. Ça te prend du temps pour... la nana, elle te dit, ah, mais je peux le voir porter. Ah, mais je peux le voir, machin, de dos, de 3/4. C'est quoi la mesure ? Frérot, vas-y, le vêtement, il fait 3 €. Achète-le ou l'achète pas. Bon. Mais t'as l'énergie que ça consomme en plus. Mais alors que tu veux amortir juste cet achat et te dire, OK, bon, je l'ai acheté, je l'ai gardé longtemps, maintenant je le veux plus. J'essaye de le revendre pour me faire un petit billet au passage. Même là, ça te coûte de l'énergie mentale, en fait. Donc j'étais vraiment, moi, dans cette période de OK, on garde à la maison que ce qui est nécessaire. Et surtout, il y a un truc aussi qui a fait écho chez moi il y a quelques temps, c'est que le reflet de ta maison est le reflet, enfin en tout cas l'état de ta maison est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Voilà, il est vrai. Je crois que tout est dit déjà dans cette phrase, mais ce vent minimaliste là est venu aussi du fait de se dire OK, je pense déjà à 1 milliard de trucs, à de la charge mentale, à de la pression, à des responsabilités. Et en fait, quand je voyais mon environnement chez moi, c'était trop. Ça me pesait dans ma tête et ça me pesait dans mes yeux en fait quand je voyais tout ça. Donc envie de
de faire vraiment peau neuve, en tout cas à la maison, de jeter tout ce qui était inutile. Est-ce que ça a eu un impact sur la partie sur ton impact financier? Est-ce que tu trouves aujourd'hui que d'avoir intégré un peu cette gestion minimaliste de consommation, est-ce que tu en ressens des bénéfices financiers? Oui et non. Ok, tout ce qu'elle vient de dire n'a aucun intérêt. Non, alors encore une fois, il y a un contexte particulier. Je dis la vérité, hein, aujourd'hui, avec Tennessee, on a une société qui commence à faire du chiffre d'affaires, mais à titre personnel, puisque la société n'est pas nous, elle nous appartient certes, mais elle n'est pas nous. En ce moment, moi, j'ai pas d'oseille. Donc déjà, ça a eu un impact financier dans le... Avant, j'avais une situation salariée. Oui, c'est vrai. J'avais plutôt un bon revenu, mais j'avais des moyens. Oui. Voilà, il y a ce contexte-là. Moi, je te parlais plutôt du ratio, du rapport dépenses-bénéfices. Merde, j'ai perdu le terme là. Minimalisme. Ouais. Le bénéfice que ça pouvait représenter de manière générale dans le coût moyen de la vie. Ouais. Tu vois. Bah déjà, il y a eu plusieurs choses. C'est que j'ai pris mes consommations de base. Il y a beaucoup de choses qu'on consomme aujourd'hui, malgré nous, j'ai envie de dire, les factures, les ceci, les cela, en me disant, attends. Ok, aujourd'hui, je dépense, j'ai tant de charges par mois. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire les choses un peu plus smart? Donc déjà, j'ai fait l'état des lieux de ce que je dépensais, de l'argent qui sortait malgré moi tous les mois sur mon compte. Et là, j'ai cherché déjà à faire des économies. Donc, j'ai enlevé les abonnements qui servent à rien, les trucs où tu te dis, ouais, mais peut-être que nanana. La formation que tu as achetée là et que, en fait, frérot, tu vas jamais dessus. Voilà. Tout ça là, petit ménage de printemps. Donc déjà, c'était apprendre, en tout cas, avoir un œil déjà sur ce qui sort de ton compte alors que t'as rien demandé. En tout cas, c'est nécessaire. Mais, et là, déjà, j'ai fait des économies. Et ensuite, j'ai appris depuis quelques années, quand j'en ai eu marre de faire ces achats compulsifs, à faire des wishlists. Alors... Ok, peut-être que ma wishlist est fournie parce que l'idée, c'est vraiment que je mette dessus tout ce qui me fait envie. Ok, j'ai vu ce dernier robot pâtissier, là, vraiment, il a l'air... on dirait que je vais bien manger avec. On dirait que tu vas bien boire aussi avec le jus de la précieuse. Tout à fait, petit extracteur de jus. L'extracteur de ça, jus. C'est ma cam, d'accord? Toi, c'est les vêtements, c'est les baskets, moi, c'est l'électroménager. Les air fryers. Bref. En tout cas, tout ça, c'est sur une wishlist et j'apprends à prioriser mes achats. Donc, je mets en fait dessus tout ce que j'ai envie d'acheter. Et là, je me dis, ok, est-ce que ce truc, j'en ai vraiment besoin là, tout de suite, à l'instant T? Okay. Et bien, figure-toi qu'il y a des choses qui sont sur cette fameuse wishlist depuis plus de 3 ans. Oui, c'est pas la priorité. Voilà. C'est pas la priorité, mais surtout, c'est pas un besoin vital et nécessaire sur l'instant T. Donc, ça peut attendre et ça me permet justement de dire, ok, j'ai envie d'avoir ce truc, certes, mais c'est pas le moment. Et donc, ouais, ça me fait faire des économies parce qu'avant, j'achetais des trucs, mais en fait, quand je rentrais, je me disais, ah, mais en fait, j'avais ça déjà. Ou, tu vois, c'est pas mal ça c'est pas mal comme idée, ça, la wishlist. C'est vrai que du coup, ça permet de prioriser tes futures dépenses, tes achats, et quitte à ce qu'il y ait des choses qui traînent un peu dans cette wishlist, mais ça veut dire que c'est une envie et pas un besoin. Et du coup, ça te permet un peu de mieux gérer tes dépenses. Et surtout, moi, je trouve que ce qui est intéressant... Alors, je prends encore l'exemple de l'électroménager parce que j'achète que ça. Mais avant, vous savez, des fois, quand vous faites les courses, souvent, tu as un petit rayon électroménager dans le magasin et tu as une bouilloire, un truc pour faire chauffer. Et en fait, tu achètes... Facilement. Ouais, t'achètes facilement parce que c'est là, ça coûte 20 balles, etc. Et moi, par exemple, sujet de l'électroménager, je me suis dit, ok, j'achète 1, plus 1, plus 1, plus 1. Mais après, j'ai pas 1 milliard de places dans mes placards. Donc, j'ai appris à utiliser en tout cas, à acheter des appareils électroménagers les plus versatiles possibles. C'est-à-dire dans les appareils dans lesquels on peut faire le plus de trucs possible. Comme ça, peut-être que je le paye un peu plus cher, mais en tout cas, le truc me dure plus longtemps parce que j'ai un usage aussi qui est plus varié et flexible. Je prends l'exemple d'un robot pâtissier, alors que j'ai quand même déjà depuis quelques années, mais c'est vraiment un appareil de base sur lequel tu viens mettre plein de trucs et qui te permettent de faire plein de trucs, plutôt que d'acheter finalement 17 appareils électroménagers autour qui te coûtent finalement plus cher que le truc en lui-même. Ouais. Non, mais c'est juste... Donc,
C'est une bonne stratégie. En tout cas, c'est une bonne stratégie, en tout cas, pour éviter des dépenses où, effectivement, tu vas acheter un peu de manière compulsive ou sous le coup de l'émotion ou juste de l'envie parce que tu viens de te faire avoir par le marketing ou tu passes dans un rayon et voilà. Ça te permet un peu de te driver sur ce que tu as à la maison, sur est-ce que c'est un réel besoin dans mon quotidien, quelle va être la valeur ajoutée, en fait, de cet achat. Quel va être le bénéfice au quotidien? Il n'y en a pas. Ah, en fait, j'ai quelque chose de très similaire à la maison. Ah, et c'est pas prioritaire. Voilà. Tu vois, et finalement, ça te permet de mieux gérer. C'est pas mal. Mais je pense que ça, cumuler une wishlist, par exemple, cumulé à une routine d'épargne, tu vois, c'est vrai que moi, c'est moins sur la dépense. Mais disons que moi, si j'ai un sujet sur lequel j'ai mis des choses en place, ça va être plutôt l'épargne, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils gagnent pas assez pour épargner. Ouais. Toutes tes questions, en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis. Toutes est question déjà de priorité et tout est question d'organisation, en fait, aussi. Tu vois, typiquement, l'autre jour, je discutais avec un collègue qui me disait... en fait, il comparait un peu nos situations, tu vois. Donc, j'ai eu l'acquisition d'un appartement il y a pas très longtemps. Je voyage quand j'en ai envie, etc. Je vais souvent au restaurant, machin. Ouais. Et il me disait, oui, il était un peu frustré parce que... il m'expliquait qu'il aimerait bien faire une acquisition IMO, il aimerait bien bouger plus souvent en vacances, etc. Mais il me disait, je peux pas, j'arrive pas à mettre de côté. Sauf que, et en fait, il me prenait pour exemple un peu, et ma situation financière et peut-être mon âge, en me disant, ouais, mais il faut que, voilà, toi, aujourd'hui, tu peux faire ça. Sauf que ce qu'il avait pas en tête, c'est que moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, j'épargnais déjà, et je gagnais 2 fois moins que lui aujourd'hui, en fait. Donc, c'est pas une histoire de moyen, c'est pas une histoire de salaire, c'est une histoire déjà de volonté, c'est une histoire d'organisation. En fait, il faut être smart, vraiment, tu vois. C'est-à-dire que moi, l'épargne, par rapport à ce que je disais au début de la vidéo, c'était une de mes priorités, de base, dans mon schéma de priorité, ma pyramide. C'est-à-dire que avant même de penser aux dépenses, et en tout cas à ce qui me ferait plaisir, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, avant même ça, il y avait de base, l'épargne. Genre, je suis payée le 30, le 2, mon épargne, elle est faite. Ouais. Et le reste, là, j'aviserai en fonction de ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de me faire plaisir, tu vois. Mais de base, l'épargne, elle a été prioritaire. Ouais. C'est pas un sujet, en fait. C'est un... comment il s'appelle? Robert Kiyosaki, je crois, un gourou de l'entrepreneuriat comme ça, qui donne des conseils financiers, qui disait de toute manière, paye-toi en premier. Et tu deviendras plus intelligent quand il sera temps de payer tes factures. Donc, ça résume un petit peu cette idée-là aujourd'hui de si tu veux concrétiser tel projet, si tu veux épargner, si tu veux envisager de faire des investissements, priorise ça dans le budget dont tu disposes chaque mois, et le reste... effectivement, si à la fin du mois, tu vois qu'il te manque telle ou telle facture, déjà, essaye de considérer si cette facture-là, elle ne peut pas être réduite. Aujourd'hui, je prends la téléphonie, par exemple, tu as 1 millier d'opérateurs. Est-ce qu'il n'y a pas une offre plus intéressante à droite ou à gauche pour réduire aussi la base de tes dépenses et finalement, ce que tu arrives à économiser en épargnant 1 euro ici, 1 euro là, 4,50 € ici, et en fait, à la fin de l'année, ça ne te fait pas ton budget pour... C'est clair. Puis en plus, aujourd'hui, il y a tellement d'applications, il y a des solutions qui existent, qui te facilitent, qui t'accompagnent dans des dispositifs. Par exemple, l'épargne à l'arrondi, là. Tu sais, les solutions, les applications qui te permettent d'épargner quand on va au magasin. En fait, tu fais tes courses, t'achètes un truc, machin. Tu payes. T'as jamais un montant rond. T'as toujours une virgule avec... voilà. Et en fait, les dixièmes, les centièmes vont être épargnés ou investis, typiquement. Tu vois, moi, par exemple, pareil. Alors, j'épargne beaucoup, mais j'investis aussi en parallèle. Et l'investissement, pour moi, c'est... un univers, vraiment, j'essaye d'épargner le plus intelligemment possible, mais c'est compliqué. C'est pas un domaine de passion, donc je me perds vite, tu vois. Donc, j'essaie de faire les choses, encore une fois, très smart. Mais moi, de toute façon, sur la partie financière, j'essaie d'être très smart. Typiquement, moi, aujourd'hui, dans les cryptos, par exemple, ou Bitcoin,
j'ai voulu à un moment donné m'y intéresser, mais c'est vrai que c'est pas un domaine qui me fascine, c'est compliqué, je suis perdue, c'est pas un truc dans lequel j'ai des appétences ou des compétences particulières. Néanmoins, je voulais investir, j'ai pas envie de louper le truc. Je me dis, s'il y a quelque chose à faire, bon, même si c'était trop tard, mais il y a quand même potentiellement encore du potentiel. On sait jamais. Du coup, typiquement, moi, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, je peux pas investir parce que j'ai pas le salaire adapté, tu vois. Par contre, tu les vois, ils sont au resto 4 fois par semaine. Tu les vois tous les lundis matins avec un nouvel sape, une nouvelle paire de baskets. Et ils te disent, non, mais je peux pas investir. Oh, moi, j'ai investi des centimes des fois. Tu sais, j'ai mis une stratégie, c'est un montant récurrent. Donc, tu peux choisir quotidien, hebdomadaire, mensuel. Tu vois, tu choisis ta récurrence. Moi, j'ai mis quotidien, mais j'ai mis un petit montant quotidien. Du coup, j'ai un investissement de manière autonome et automatique. Et à côté, tu peux mettre aussi tes dixièmes là, de chaque dépense de carte bancaire. Ça vient arrondir en fait au dixième au-dessus. Et en fait, ça te permet, sans t'en rendre compte, parce que toi, tu vas faire tes courses. Là, demain, tu vas en bas, tu vas à la boulangerie. T'achètes ton truc, ça te fait 14,46 €. Est-ce que vraiment, dans ta journée, dans ton quotidien, l'arrondi du 46 au 15 €, donc de 60 centimes, là, de 50 et quelques centimes, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose à ta vie? Tu t'en rends même pas compte, mais mis bout à bout, jour après jour, mois après mois, année après année, ces petits bébés vont faire des enfants, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut réfléchir aussi long terme. Tu fais le petit écureuil, quoi. C'est ça. Moi, je suis un écureuil. Ça te résume bien. Moi, j'ai des petites cacahuètes comme ça. Non, mais c'est intéressant, ça, ce truc, par contre, d'arrondi. Ouais, c'est pas mal. Il y a vraiment beau. En fait, il y a vraiment... Aujourd'hui, je trouve, on est facilité pour être plus mature sur ces sujets-là, que ce soit sur l'organisation de tes dépenses avec effectivement des systèmes de wishlist, des systèmes de consommation minimaliste, voilà. Ou alors des investissements où ça va être adapté à tes revenus, adapté à tes dépenses ou à ton mode de vie, tu vois, ou à tes connaissances, ton niveau de connaissances financières. Il y a tellement de choses aujourd'hui. En fait, il faut juste avoir un peu de volonté. Ouais. Et juste passer à l'action, tu vois, te dire, ok, je vais commencer avec une petite étape. Allez, je vais essayer de mettre ça en place. Tu vois ce que ça donne? Est-ce que tu fais tes comptes, toi? C'est-à-dire? Est-ce que à la fin de chaque mois, sur mes dépenses non. Courantes, non. Ça a été une grosse prise de conscience, je crois aussi. Ça me fait rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Mais le fait de se prendre un mois test, de se dire, OK, qu'est-ce que je consomme comme ça à la volée, et de regarder les résultats, les comptes, et le montant qui grossit comme ça. T'es sur ta calculette, tu fais plus ça. Ah oui, il y avait ça aussi, plus ça. Et ben ça a été une grosse prise de conscience, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup aussi de dépenses qui étaient complètement superflues. Ça, je l'ai fait une fois. Ça t'a fait peur? Il n'y a pas très longtemps. Ah ouais? Fin d'été dernier. On a invité beaucoup. Oui. Tu sais, la maladie de quand tu viens d'emménager quelque part, là. Ouais. Et que tu as la maladie de t'as envie de tout le temps recevoir. On a un jardin. Donc en fait, on a beaucoup invité, tu te souviens? Beaucoup invité, barbecue sur barbecue sur barbecue on sur a bien barbecue. Mangé. Oui, ils ont bien mangé, mais on a tous bien mangé. Franchement, j'étais contente, hein. Je regrette pas. Mais à la fin de l'été, par curiosité, j'ai fait les comptes. On a dépensé une semaine de vacances. Montant en viande, parce que nous, on prend que la viande à la boucherie. On prend pas en grande surface. Oh, je te jure, ça représentait un montant, meuf. Une semaine de vacances. Mais une semaine de vacances facile, en fait. Facile. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, on va se calmer net sur les invitations, même si ça nous a fait très plaisir. C'est vrai que je m'étais pas rendu compte au fur et à mesure, parce que tu vas 40 € par-ci, 60 € par-là, 80 € par-ci. Tu te rends pas forcément compte. À chaque fois, c'est un événement. Mais en fait, tu le faisais genre 4 fois par semaine, 3 fois par semaine. Tout l'été, ça va très, très vite. Donc, en fait, tu vois, ça, typiquement, je l'ai fait une fois. Ça m'a calmé sec. Cet été, il y avait son père à la maison. C'est vrai, on n'est pas venu beaucoup. Non, mais personne. T'inquiète, c'est pas contre toi. Et moi, je me suis fait la réflexion la dernière fois. J'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Et d'ailleurs,
dites-nous aussi en commentaire. C'est une question assez ouverte si vous avez déjà réfléchi à ça. Mais est-ce que tu considères à un moment donné que si tu gagnes de plus en plus d'argent, il y a un moment où tu vas atteindre un palier et tu vas te dire « Ok, ça c'est mon niveau de vie et j'ai pas besoin de plus ». Ou est-ce que tu envisages de faire Jeff Bezos et d'avoir de l'argent à plus quoi savoir en faire? C'est marrant, ça, c'est une conversation que j'ai eue avec mon compagnon il n'y a pas très longtemps. Parce qu'on n'est pas forcément aligné là-dessus. Lui, j'ai l'impression qu'il vise la lune et au-delà, tu vois. Et moi, ça me fait peur, pour le coup. J'ai même peur de ça, ça m'effraie. La poursuite récurrente, constante de... Pour moi, déjà, ça signifie... ça caractérise déjà une insatisfaction. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te satisfaire à un moment donné de ce que tu as. Et ça, pour moi, c'est mauvais. De manière générale, c'est mauvais, tu vois. Comment tu veux jouir de ce que tu as, profiter pleinement et donc te satisfaire et être heureux de ce que tu as réussi à accomplir et à recevoir et à t'offrir, si à chaque fois, tu as un autre objectif avant même d'avoir apprécié le goût de celui que tu viens d'atteindre, tu vois. Je trouve ça malsain de base. Et en plus de ça, j'avoue que moi, l'argent, il me fascine autant qu'il me fait peur. Vraiment. C'est-à-dire que l'argent, ça a du vice. Mais là, je parle de l'argent en volume. Je parle de demain. Je pète les scores, tu vois. Par les monts du Saint-Esprit, boum, dollars, je sais plus où ma tête elle est. Bah, ça me fait peur. Ok. Vraiment, genre, j'ai peur de ça. C'est-à-dire que j'ambitionne d'atteindre un certain statut financier et voilà, un certain goal. Parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce que j'ai envie d'avoir un certain train de vie, etc. Mais d'un autre côté, donc ça me fascine et ça m'attire, mais d'un autre côté, je suis effrayée. Okay. Parce que l'univers, tout ce qui tourne autour de ça, ce qu'on entend des gens qui ont beaucoup d'argent, quand tu les vois, leur mode de vie, au final, tous les gens qui ont énormément d'argent, ils n'ont pas l'air tant heureux que ça. Souvent, ils sont très dépressifs. Souvent, ils ont des pratiques très particulières parce qu'en fait, justement, ils ont tellement d'argent qu'ils en arrivent à un stade où plus rien ne les satisfait. Ouais. Et en fait, ça devient... Je trouve que ça pousse au vice. Ça t'amène rapidement à du vice parce que t'as toujours envie de plus. Regarde, le jour, je crois que c'est avec toi, on parlait de tout ce qui se passe aux Émirats, etc. En fait, quand t'as beaucoup d'argent, l'argent, pour le coup, on dit souvent que l'argent monte à la tête. C'est une vérité, en fait. Quand t'as beaucoup d'argent, mais c'est humain. En fait, l'humain, il a pas l'habitude, il sait pas gérer ce genre de truc. Quand t'as trop d'argent et que t'es pas accompagné, ou en tout cas que t'es pas sain dans ton esprit et dans ta tête, en fait, ça te fait vriller, tu vois. Et moi, ça me fait peur. Au-delà de l'argent, c'est un pouvoir. Ouais, exactement. En fait, c'est exactement ça. Exactement. L'argent, finalement, c'est qu'un moyen, mais tout à fait. Ce que ça procure réellement, c'est du pouvoir. Le pouvoir de aller là où tu veux, acheter ça aujourd'hui, acheter ça demain. Le pouvoir que t'offre l'argent, exactement. Et ça dans la société. Ça te fait vriller, ça. Ça me fait écho à 2 histoires de reportages, enfin des bribes de reportages vus sur TikTok comme ça. Mais les gagnants du loto, de l'euro-million et des gens qui ont des sommes d'argent. Les nouveaux riches, là. Alors, oui, on peut appeler ça nouveaux riches, mais alors là, eux, c'est plutôt les derniers pauvres, finalement. Les tuches. Les tuches. Non, mais en gros, ça fait écho vraiment à ce que tu viens de dire, mot pour mot. C'est un mec qui était travailleur au possible, il avait une boucherie ou je sais plus quoi, qui travaillait depuis qu'il avait 16 ans. Un jour, il a gagné au loto. Il s'est acheté mondes et merveilles. Il a fait tout ce qui était possible et imaginable, accompagné sur des yachts de luxe avec des bimbos, bref, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est un mec qui a fini par se suicider parce qu'il a été juste lassé de devoir toujours faire plus pour se divertir, pour avoir un semblant de satisfaction. Et je crois que le mec s'est suicidé quelques années plus tard parce que... En fait, l'argent, c'est vicieux. L'argent, je trouve, c'est vicieux. C'est pour ça que, tu vois, tu me disais, est-ce que tu as un goal ? Oui, pour répondre à ta question, parce que depuis tout à l'heure, j'ai parlé d'autre chose, mais je n'ai pas répondu à ta question. Oui, j'ai un step. J'ai un step final. Parce que je ne veux pas, en fait, atteindre des choses démesurées. Okay. Parce que déjà je pars du principe que dans la vie, de manière générale, tout excès d'une consommation, quelle qu'elle soit, n'est pas bon, en fait. C'est pas sain, de manière générale. Trop d'alcool, c'est pas bon. Trop de nourriture, trop de sucre, c'est pas bon. Tout, en fait,
à l'excès, c'est pas bon. Donc, l'argent à l'excès, ça devient mauvais, la preuve. Et en fait, le problème, c'est que l'argent, c'est vicieux parce que t'en arrives même un jour, je pense, à te questionner sur est-ce que les gens qui m'entourent, ils sont là pour ce que je représente, oui. pour ma personnalité, ou pour mon argent. Et en fait, t'en arrives à des délires psychologiques où tu ne sais plus dissocier l'ami du profiteur, l'amour de l'intérêt. Tu sais plus dissocier quelles sont les vraies relations des relations intéressées. Donc déjà, ça doit être hyper frustrant sur le plan social et humain, tu vois, émotionnel, franchement. Ensuite, t'as le truc où t'es lassé de tout. Et franchement, moi, je saute à personne parce que c'est hyper important d'avoir des objectifs, d'avoir un goal, parce que c'est la carotte, en fait, qui te tient en vie. C'est ça qui t'anime au quotidien, qui te fait te lever le matin. Il faut un objectif dans la vie. Les gens qui n'ont pas d'objectif, qui sont passifs, tu vois, tu rentres en dep au bout d'un moment. Mais quand tu as tout ce que tu veux, c'est quoi qui t'anime au quotidien? C'est quoi le truc qui va te mettre des étincelles? Il n'y a rien. Ta vie, elle est fade au final. Tu as tout ce que tu veux, mais ton quotidien, il est naze. Tu vois? Ça me donne pas envie. En fait, je pense que le seuil, à peu près pour tout le monde, d'envie de gagner de l'argent et de niveau de vie, c'est celui qui te permet de sortir de la hesse. Merci, tu m'enlèves le mot de la bouche. Non, mais c'est celui qui te permet de sortir de cet état de survie dans lequel beaucoup de gens sont aujourd'hui, qui sont à courir après l'argent en se disant si je m'arrête de courir, tout s'arrête autour de moi. Et en fait, juste le fait d'atteindre déjà un seuil de sérénité en se disant ok, si demain je suis fatiguée, que je travaille pas, c'est pas grave en soi, mais d'avoir cette possibilité de répit par rapport à la société, à tout ce qui se passe aujourd'hui. Le niveau de vie augmente, les impôts vont augmenter bientôt, enfin voilà, en tout cas toute cette pression, le fait de savoir que tu peux aller au-dessus de cette pression, pour moi je pense que c'est le seuil universel déjà de se dire ok. Après, forcément, il y en a qui... Moi, clairement, ce que je veux, mon goal, je suis incapable de le nommer ou de le citer sur un montant, de l'associer à un montant. De le quantifier. De le quantifier, je sais pas, je peux pas. Par contre, je sais ce que ça représente pour moi. Moi, mon objectif, c'est ma liberté. C'est-à-dire que je m'en fous du yacht de ouf. Je m'en fous du yacht. Qu'est-ce qui a apporté du yacht? Je m'en tape. Je m'en fous d'avoir mon propre jet. Tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse... En tout cas, c'est ma priorité à moi parce que c'est ce dont j'ai besoin. Et la vie m'a appris que, effectivement, mon bonheur, l'équation de mon bonheur, le résultat, ce serait potentiellement le temps et la liberté. Donc moi, clairement, mon goal, ce serait ça. Ce serait d'atteindre un niveau qui me permettrait d'être libre de mon temps, de pouvoir vaquer à mes occupations parce que me connaissant et connaissant ma personnalité, je continuerai de travailler, mais dans des activités vraiment où, voilà, justement, tous mes fameux projets que j'ai en tête, mes idées, je pourrais les développer. Je le ferai de manière beaucoup plus sereine parce que je n'aurai pas cette pression financière. Et si j'ai envie de bouger, moi, je suis comme ça, je suis un électron libre. J'ai envie de bouger d'un week-end à l'autre, machin. J'ai envie de le faire, je n'ai pas de restrictions, tu vois. Moi, c'est ce temps, c'est cette liberté. Le jour où j'atteins ça, c'est mon goal. Je n'ai pas besoin de plus. Mon temps... Un truc tout bête, tu vois. Je suis croyante, religieuse. Là, aujourd'hui, je vais travailler, tu vois. Par exemple, ma prière, je peux pas faire ma prière comme il faut, tu vois. Ouais. Mais même en termes de richesse, ça, pour moi, ça fait partie de la richesse. Le temps comment dire, le bénéfice de pouvoir utiliser ton temps à bon escient, ou en tout cas... à ce qui t'apporte sur des sujets qui t'apportent une réelle valeur ajoutée dans ton quotidien, qui contribuent à ton bien-être et à ta richesse émotionnelle aussi, tu vois, spirituelle. Moi, c'est tout. C'est pas juste financier, en fait. C'est le temps de faire des choses qui m'apportent du bien-être. C'est ça la richesse que je veux. Waouh! Ouais. C'était une belle conclusion philosophique, ça, dis donc. Ben, du coup, là, je suis pas bien. Je vais atteindre ça maintenant. En tout cas, moi, tout ce que cette aventure financière m'a appris, c'est de faire preuve de gratitude. Par rapport à par rapport à prendre le temps
de prendre conscience de ce qu'il y a autour de moi, de ce que j'ai eu l'opportunité de m'offrir et d'en être reconnaissante pour me dire, ok, si ça devait s'arrêter là, finalement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir profiter, de m'entourer, d'acheter, d'avoir les moyens et d'envisager peut-être dans le futur une dépense plus intelligente, de l'investissement pour assurer l'avenir des générations futures, de me responsabiliser en fait au fur et à mesure que on grandit, on fait des erreurs, on apprend. Un jour tu as de l'argent, un jour t'en as pas. Fais en sorte que le jour où t'en as pas, tu puisses assumer l'entre-deux. Mais en tout cas, moi c'est quelque chose aujourd'hui qui m'accompagne dans cette aventure financière, c'est prendre le temps de reconnaître déjà tout ce qu'il y a autour de moi, parce que ça pourrait être pire. Ça peut toujours être mieux, mais ça pourrait être pire. Et le jour où tu es en capacité ou que tu as l'opportunité de recevoir de l'argent parce que tu as eu une augmentation, parce que tu as un nouveau job, parce que ceci, parce que cela, de dire ok, avec cet argent, il ne faut pas que je visualise à l'instant T ce que je peux faire là tout de suite. Et j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de gens font, mais de se dire ok, si je mets une bille à droite, une bille à gauche, alors peut-être que mon investissement, il va durer 10 ans. Mais dans 10 ans, voire à long terme. Il faut apprendre à voir sur le long terme. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'éphémérité des choses. Je pense que c'est nécessaire, surtout pour nous qui ne savons pas encore à quelle sauce on va être mangé dans notre société là, dans 10, 20, 30 ans. C'est important pour nous de se dire, ok, ce qui tombe dans mes mains aujourd'hui, j'ai la capacité, et aujourd'hui il y a suffisamment d'outils, de plateformes, de gens aussi qui ont des connaissances et de l'accès à de la connaissance financière pour se dire, c'était typiquement mon cas, me dire ok, j'ai pas d'intelligence financière innée visiblement, je vais me former un petit peu tous les jours, je vais m'intéresser à ça, je vais regarder, et vous essayez prudemment de faire un petit investissement ici, d'épargner ça, de réduire telle dépense, d'organiser les achats qui vous font envie et de voir si réellement ton truc, t'en avais vraiment besoin ou c'était juste un effet de mode en se disant voilà, je vais essayer. Enfin bref, en tout cas, c'est un petit peu moi, ma synthèse et mon ressenti vis-à-vis de cette situation financière. C'est un apprentissage de la vie, c'est un apprentissage de tous les jours. Il y en a qui ont la chance d'avoir un environnement, en tout cas, qui est propice au fait d'être en contact avec des initiatives, des opportunités financières. Il y en a qui n'ont pas cette chance, mais ça s'apprend. Tout s'apprend dans la vie, en fait. Et si aujourd'hui, vous vous sentez pieds-poings liés comme ça, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, c'est pas vrai. Il existe vraiment plein de moyens. Et puis, un truc tout simple, hein. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent pas. Repensez au McDo de la semaine dernière, là. Les 20 balles de McDo, là. Le petit sundae, là, en dessert. Ça, ailleurs d'un McDo, c'est meilleur pour votre santé et meilleur pour vos investissements. Period. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et vraiment, à chaque fois, on rentre dans des discussions philosophiques, ça pourrait durer... Mais là, j'ai plus de salive. Là, vraiment, aujourd'hui, on a bien fait le tour du sujet. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, vous. Quel est votre mindset financier ? Est-ce que vous êtes la team YOLO, je vis au jour le jour, ou est-ce que, au contraire, vous êtes un petit écureuil, comme cette dame ? Parce que là, on a vu 2 cas d'école, vraiment, c'était intéressant. Et si vous avez des stratégies aussi, hein, moi, ça m'intéresse, ça. On a parlé de la wishlist, on a parlé des investissements à l'arrondi. Si vous avez des tips, là, pour mieux organiser sa gestion financière, des conseils, franchement, moi, ça m'intéresse de savoir. Hein. N'oubliez pas, à chaque fois, on lit tous vos commentaires. Si vous avez des sujets dont vous avez envie qu'on traite sur SOSAM, partagez-les en commentaire. On verra à quelle sauce on fait notre sauce, là. Ouais. On va cuisiner une sauce, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouveaux papotages. Exactement. À bientôt. Bye. Bye.